Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. La Pause d'Art. C'est ton travail sur les chambres de garçons. Vraiment, j'ai adoré ce travail. Je te jure, je t'en parle, j'ai la chair de poule, quoi. Parce que quand j'ai vu l'expo, c'était en c'était 2019, je ne sais plus, 2019 je crois. Oui, 2019. 2019. 2019 au Villa Soudan. Voilà. Vraiment, ce travail, moi, ça m'a énormément touché. Et parce que, je te le dis, il y a des images dans ce travail qui m'ont beaucoup rappelé mon enfance. Peut-être les posters d'acteurs, des choses comme ça. Après, les posters qu'on mettait des fois dans les chambres, ou qu'on voyait, parce que moi, petit, je n'avais pas le droit d'avoir ma chambre à moi, mais ce qu'on voyait dans les chambres des grands frères. Dis-moi, John, qu'est-ce qui t'a mis... Pourquoi tu as eu envie de raconter ces chambres de jeunes garçons, voilà. Bon, l'envie est venue parce que, comme tu le dis, nous tous on a vécu comme ça. Quand on était gamin, parce que ça retrace un peu l'histoire de ton enfance, par exemple. Moi aussi, j'ai vécu dans ce genre de chambre. Donc, je suis allé en immersion et je suis allé voir un ami. Et quand je suis rentré dans sa chambre, ça m'a tiqué. J'ai vu, ça m'a rappelé un peu mon enfance. Je suis rentré dans sa chambre, j'ai vu un peu le bazar qu'il y avait, des posters, les gens qui... J'ai dit, ben tiens, ça c'est... Parce que moi, j'observe d'abord avant de faire quelque chose. J'ai observé, j'ai dit, ben, écoute, ça me rappelle mon enfance parce que j'ai vécu dans ce genre de chambre où tu rentres, par exemple, on aimait mettre des posters au mur et souvent la chambre est vraiment délabrée, quoi. Mais même s'il n'y a pas la personne, on te dit, c'est la chambre de telle personne, tu sens vraiment la présence. Donc c'est là, je dis, bon, je vais faire un sujet documentaire sur ça, où je suis allé documenter ces chambres parce que moi aussi, je vis dans cet environnement. Et ça m'a donné des... Parce que moi, je suis quelqu'un... en tant qu'artiste, tu le sais, un artiste, il observe d'abord. Il regarde et pour qu'il puisse sortir quelque chose que les gens souvent ils voient. Et pour eux, c'est invisible, mais toi, tu le rends visible. Donc, comme tu as dit, ça rappelle beaucoup de choses. Moi, je me souviens quand je l'ai exposé, il y a des visiteurs qui sont venus voir. Il y a un directeur, un gars qui est devenu directeur aujourd'hui. Quand il a vu les photographies, il a été vraiment ému. Il a dit, ah, tu m'as ramené à mon enfance. Mais aujourd'hui, c'est un responsable, il est directeur. Il ne vit pas dans ce genre de chambre. Mais quand il a vu les photos, il a dit, mon frère, tu m'as ramené à mon enfance. Et merci de m'avoir fait voyager comme ça. Fait voyager comme ça, parce que moi, j'ai vécu dans les chambres où, au moment où j'étais dans la galère, ma chambre était comme ça. Mais aujourd'hui, Dieu merci, je vis bien ma vie, je suis responsable. Et depuis là, on a échangé. Il a même acheté un tableau pour moi. Donc moi, je raconte ce que je vois. Voilà, des histoires, comme on dit, chez nous, il y en a beaucoup, c'est à nous de le raconter. Ce n'est pas à d'autres personnes de venir la raconter. C'est nous, les Africains, qui racontent les histoires qui se passent chez nous. Parce que souvent, des histoires comme ça, tu vas voir souvent, c'est l'Occident qui vient raconter, alors qu'il y a plein d'histoires chez nous à raconter. Moi, quand je vois des histoires comme ça qui me passionnent, qui me rappellent mon enfance, qui racontent la vie de la société, qui racontent le quotidien de la société des gens, j'essaie de le véhiculer. Et c'est comme ça. J'ai eu l'idée, j'ai dit, bon, il faut que je fasse vraiment une série documentaire sur ces chambres pour pouvoir passer à la nouvelle génération, certaines personnes de la nouvelle génération ne connaissent pas que des gens ont vécu dans ces chambres. Dans ce genre de chambre. Voilà, dans ce genre de chambre. Je me souviens même de l'installation que tu as faite dans l'exposition. Exactement. Non, mais c'était magnifique, c'était magnifique. Mais il y a quand même une question qui me taraude un peu autour de tout ça, c'est comment toi tu as fait pour pouvoir avoir accès à ces chambres-là? Parce que c'est quand même le lieu de l'intimité des uns et des autres. Comment tu y arrives, toi? Bon, merci pour la question. Comme vous savez, notre métier, ce n'est pas facile. Voilà. Donc, moi, les accès, je l'ai eu parce que moi, quand je vais faire ce genre de travaux, je vais d'abord vers ces personnes. Je ne rentre pas directement. Parce qu'un vrai photographe, un bon photographe, tu ne peux pas aller directement, celui qui maîtrise, tu ne peux pas aller directement photographier. Il faut nouer des liens, tisser des liens avec des gens. Donc, pour pouvoir avoir accès à ces chambres, j'ai tissé des liens avec ces personnes. J'ai dit, bon, moi, je suis un artiste. Mon travail consiste à faire ça, à faire ça, à faire ça. Et je discute avec eux. En discutant avec eux, tu les mets à l'aise. Et c'est là, ils commencent à s'ouvrir en toi. Donc moi, c'est comme ça que je fais.
Une fois que je me mets à l'aise, j'explique à la personne, je vais faire ça. Et si la personne comprend, je ne force pas, si la personne comprend, et là, c'est là que je me lance. Et c'est comme ça, en parlant, tu peux avoir la facilité. Par exemple, au Mali, bon, même en Afrique, ce n'est pas seulement au Mali. Quand tu parles bien, tu expliques bien à la personne. Si la personne est compréhensible, voilà, il adhère à ton projet et puis il te laisse le champ libre. Mais il y a d'autres qui étaient un peu réticents. Ils disent, ah, tu veux montrer ma chambre, je ne sais pas, à des gens, parce que photographier ma chambre, tu vas montrer. Lui, il va avoir honte. Je dis, mais moi, la façon dont je vais travailler, on ne saura pas que c'est la chambre. Je ne veux pas mettre ton nom. Voilà. La façon dont je travaille, c'est juste pour montrer cette réalité que beaucoup de gens ont vécu. Voilà. Si je ne veux pas aller dire que c'est la chambre de telle personne, je vais juste raconter l'histoire de ces chambres, comment beaucoup d'entre nous aujourd'hui, qui sont devenus aussi des responsables, qui ont vécu cette galère, qui ont vécu dans ces chambres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir l'accès petit à petit jusqu'à ce que j'ai constitué la série. Et en faisant ça petit à petit, il y en a d'autres qui sont ouverts, ils te disent, ah, si tu veux raconter, ils te donnent même l'accès tout de suite. Mais même s'ils te donnent l'accès tout de suite, il faut aller mollo, ne pas vexer certaines personnes. Parce que si la personne te donne l'accès, l'autre peut-être peut être réticent. Un ami qui vient, il dit non, on n'accepte pas. Voilà. Donc nous, on essaie d'aller... parce que quand tu veux raconter une histoire bien, il faut vraiment expliquer aussi ce que tu veux faire. Ça, tout à fait, le process et autres. Moi qui suis un peu ton travail depuis tout ce temps, j'ai remarqué qu'il y a eu des... au niveau des esthétiques, il y a beaucoup de choses qui, je ne vais pas dire qui ont évolué ou peut-être que des choses que tu as embrassées. Parce que tu as beaucoup fait de la photographie, je dirais, documentaire à un moment. Mais ces derniers temps, je te trouve dans une autre respiration. Par exemple, le travail que tu présentes à la Biennale de Bamako, pour laquelle tu es exposé dans l'exposition panafricaine, elle est complètement différente de ce que j'ai toujours eu à voir de toi. Et ma question est la suivante. Est-ce que tu définis un style ou une esthétique par rapport au thème que tu vas aborder? Bon, je ne définis pas parce que moi, je suis... Tant qu'il y a la créativité, ce qui me vient en tête, un artiste, ça te pousse toujours à aller de l'avant, à explorer de nouvelles choses. Effectivement, ce que tu as dit, cette année à la Biennale, ce que j'ai présenté, c'est un peu différent de ce que je fais. Voilà, donc c'est un peu... j'ai essayé de travailler un peu plastiquement, quoi. Donc c'est un travail c'est des photographies peintes à l'encre de Chine. Voilà, donc j'ai essayé de faire la photographie un peu comme la peinture. Donc moi, j'explore. Effectivement, mais surtout très minimaliste en fait. Exactement. C'est ça qui est intéressant. C'est du monochrome, oui, c'est du blanc, en fait, la c'est technique du que noir. j'ai utilisée, on appelle ça l'encre de Chine, où tu essaies de mettre, c'est du monochrome, mais tu essaies vraiment de l'éclaircir. Ensuite, il y a des parties où tu carbones vraiment, ça soit noir. Voilà, quand vous faites des recherches, vous allez voir, c'est une technique qu'on appelle l'encre de Chine. Donc j'ai essayé vraiment cette année mais cela ne veut pas dire que j'ai laissé mon domaine de prédilection qui est la photographie documentaire, mais j'essaie d'explorer. Je suis un artiste, je ne vais pas rester juste dans un cran où on me connaît juste dans ça. Je vais aussi montrer que je sais faire d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Donc c'est pour ça que cette année, j'ai tenu à présenter, c'est une série que j'ai faite il y a 4 ans. Donc, et je suis allé, je voulais montrer ça plastiquement. Je suis allé aujourd'hui avec la technologie. Vous savez, avec la technologie, on peut tout faire. Donc j'ai essayé de montrer ces photographies comme des tableaux de peinture. Et j'ai utilisé, comme vous voyez, j'ai utilisé les outils qui vont avec pour pouvoir produire ces œuvres-là comme ça et le présenter. Donc, comme je disais, moi, je ne me définis pas dans un style. Si je peux explorer pour aller encore plus loin ou bien pour encore montrer d'autres choses que je sais faire, je le fais. Parce qu'un artiste, tu dois être polyvalent pour pouvoir ne pas rester juste dans un milieu où juste... Parce qu'avec la tendance, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, un artiste, il faut toujours explorer aller là-bas, montrer des choses. De nouveaux horizons. Exactement. Et comment ça s'appelle cette série-là? Comment tu l'as appelée? La série s'appelle La résistance à l'oubli. D'accord. Et de quoi elle parle? C'est une série qui raconte un peu le conflit ethnique qui se passe au nord du Mali.
Aujourd'hui, tout le monde sait avec les problèmes du Mali, ça ne va pas au centre. Aujourd'hui, tout le monde est stigmatisé. Par exemple, le Peul et le Dogon, c'était des peuples qui vivaient ensemble. Peul, Dogon, Bozé qui vivaient ensemble. Mais aujourd'hui, ils s'entretuent. Parce qu'il y a beaucoup de Peuls qui sont accusés d'être des djihadistes. Des Dogons aussi, il y a certains Dogons, même s'il n'y a pas tous les Dogons se sont formés maintenant à des groupes de milices. Ils sont devenus des milices pour défendre leur territoire. Et aujourd'hui, on voit, même à Bamako, il n'y a pas longtemps quand il y a eu des attentats, dans tous les quartiers, tout le monde était à la chasse des Peuls. La pause d'art. Même si les Peuls aujourd'hui sont beaucoup dedans, mais tous les Peuls ne sont pas des Dogons. Donc cette série parle un peu de ça et sensibilise. Parce que moi, là où j'ai fait la série, là où j'ai fait les travaux, il y a beaucoup de villages où les Peuls ont quitté leur village pour venir vivre dans la ville parce qu'ils ne peuvent plus vivre là-bas. Ils sont innocents, les femmes sont innocentes, les enfants sont innocents. Donc, ils ont fui leur village parce qu'il y a des représailles. Parce que les villages sont brûlés, ils s'en foutent qu'il y ait des enfants, des femmes enceintes. Donc moi, dans cette série, j'essaie de raconter ça, j'essaie de sensibiliser, je ne prends pas parti pour Peul ou bien voilà, j'essaie de sensibiliser, de dire que ne stigmatisez pas, arrêtez l'amalgame parce que tous les Peuls ou bien Dogons ne sont pas djihadistes. Donc cette série parle un peu de ça. Et dans cette série, vous allez remarquer, comme tu as remarqué, pourquoi les personnages sont carbonés, c'est pour éviter de montrer un peu les visages. Identifier, pour que les gens ne puissent pas s'identifier. Exactement, donc j'ai voulu garder cet anonymat pour que je puisse bien le présenter. Ben, c'est génial, c'est vraiment une très belle série. Et c'est bien que tu parles un peu de cette situation particulière que traverse le Mali parce que toi, tu es un témoin de cette situation. C'est-à-dire, depuis, je vais dire, l'expulsion de l'ambassadeur français, le soulèvement, avant même le soulèvement populaire qu'il y a eu ici. Mais comment tu as vécu ce soulèvement populaire justement à Bamako? Bon, ce soulèvement populaire, ça a été, pour nous, ça a été, je ne peux pas dire que je suis contre, je suis pour parce que il fut un moment, le Mali n'était pas bien. Voilà, au nord, ça n'allait pas. Et aujourd'hui, on a vu que tout est calmé parce que les militaires, ils ont pris le pouvoir, ils ont pris leurs responsabilités. Il fallait que le pouvoir change pour que certaines zones du nord soient récupérées. Et ce soulèvement aussi a permis aussi, aujourd'hui, même si l'État malien aujourd'hui est géré par les militaires, on a un peu de stabilité. On n'entend plus parler comment on appelle, des gens qui ont sauté sous des mines, des gens, il y a tout le temps, à l'époque, on entendait ça. Et les militaires mouraient tout le temps. Et il y avait, moi je viens du centre, moi je viens de la Mopti, là où j'ai réalisé, nos parents ils ont quitté leur village pour venir en ville, voilà, parce que ça n'allait pas. Les djihadistes, ils ont pris toutes les villes, toutes les 3 villes, ils ont décidé de prendre Tombouctou, Gao, Kidal. Ils venaient même jusqu'au centre. Donc c'est ça qui a amené ce soulèvement, parce que la population a décidé vraiment revendiquer, dénoncer. Et les militaires, ils ont pris les choses en main, ils ont dit, bon, pour arrêter tout ça là, il faut que le pouvoir change. Donc ce soulèvement a permis à ce que l'ancien pouvoir reparti. Moi, je ne suis pas politique, mais ça a servi quand même à changer, à stabiliser certains lieux aujourd'hui. Par exemple, le centre et le nord, un peu, même si ce n'est pas totalement 100%, mais il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. C'est déjà ça. Mais toi, justement, pendant ce soulèvement, les sorties populaires, les grèves et tout, comment toi, en tant qu'artiste, tu as vécu ça? Ben, moi, j'ai vécu ça parce que j'étais sur le terrain en tant qu'artiste. Je suis sorti, je suis allé sur le terrain où je documentais ce soulèvement parce que je voulais le documenter. Et juste pour t'informer, pendant ce soulèvement, le coup d'État, j'étais le seul photographe malien qui était vraiment là où il y avait de l'action. Donc j'ai documenté le soulèvement, le coup d'État, là où ça tirait, là où ça tirait pas, là où il y avait la révolution, les jeunes sortaient, où les militaires ont pris le pouvoir, ils étaient contents. Donc j'ai documenté. Et cette série, moi j'ai documenté pour moi pour témoigner ce soulèvement peut-être dans l'avenir. Et je l'ai documenté aussi pour moi pour raconter une histoire. Il y a eu le changement de pouvoir au Mali. Mais sauf que quand j'arrive, je documente pendant une semaine ce soulèvement. Non, même le premier jour, avant même une semaine. Le premier jour, je documente, je viens à la maison,
Je voulais juste publier 5 images, 3 images en disant que le pouvoir a changé. Je publie 5 images, c'est toutes les agences de presse du monde entier qui m'appellent, envoient des photos. Moi, je connaissais déjà AFP parce que j'ai travaillé avec eux. Et le directeur de l'AFP, Marco Longoris, il m'a enseigné quand j'étais en Market Photo Workshop, parce que le chef de l'AFP se trouve là-bas. Donc, toutes les agences de presse du monde entier m'appellent, Getty, AFP, et pas. Donc, tout le monde m'a appelé, on veut des photos du coup d'État. Donc, c'est comme ça, imagine, le but, c'était pas de vendre mes photos. Mais je suis assis, je me suis tapé $5 000 assise à donner des photos de gauche à droite. Donc j'ai partagé entre les agences de presse. Et depuis que j'ai partagé, depuis ce jour-là, tout le monde voulait que je signe un contrat avec eux pour pouvoir travailler. Voilà, ça. Parce que c'était... Ça bougeait quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un coup d'État, demain il y aura encore d'autres activités, des casses, les enfants, les jeunes, ils cassaient un peu partout. Tout ce qui appartenait à l'ancien pouvoir, ils voulaient en finir. Donc tout le monde voulait que je travaille pour eux. J'ai dit ça va être compliqué, je ne peux pas travailler pour tout le monde. Bon, je n'ai pas accepté de signer le contrat parce que je ne voulais pas être prisonnier de quelqu'un. Voilà. Donc le premier jour quand même, j'ai partagé les images. Alors que c'est une chose quand tu donnes des images à une agence parce que c'est la concurrence pour eux aussi. Tu vas trouver l'AFP va avoir des images que Reuters ne peut pas avoir. C'est ce que j'ai fait parce que je ne peux pas donner les mêmes images à l'AFP et les mêmes images à Reuters. Donc j'ai essayé de prendre les images parce que j'en ai fait beaucoup. J'ai fait une sélection et j'ai partagé. Et tout le monde voulait. J'ai fait une semaine, je suis en train de bosser pour la presse. C'était vraiment... Ça m'a tellement... C'est là que je suis gay. Travailler pour la presse, c'est fatigant. Ouais. Voilà. Parce que c'est des gens, tout le temps, tu peux... Tant qu'il y a un événement, il faut être sur le terrain. Tant qu'il y a un événement, il faut être sur le terrain. Et souvent, c'est eux-mêmes qui t'informent. Il y a telle activité, ils sont en train de casser là-bas, ils sont en train de... Souvent, toi-même, tu es sur place, tu n'es même pas au courant. Tu n'es pas informé. Ils sont mieux informés que nous qui sommes sur place. Donc, j'ai passé une semaine comme ça à travailler pour eux. Mais après, quand les choses commençaient à se calmer, j'ai dit, bon, écoute, je suis fatigué, et je ne peux pas continuer comme ça. Je retourne dans mes différents... Ouais, à ce que tu aimes faire. Voilà, parce que AFP a décidé à ce que je signe. J'ai dit, bon, je ne peux pas signer, parce que si je signe, je n'ai pas un badge de presse. Et puis, c'est les gens, ils ne te donnent pas des badges, ils te disent d'aller à Koulouba, qu'il y a un truc. On ne rentre pas dans des institutions de l'État tant qu'on n'a pas des badges. Voilà, j'ai dit, bon, c'est bon, hein, j'ai trouvé d'autres photographes. Moi, juste, je vous ai fourni pendant une semaine tout ce qui j'ai documenté tout le coup d'État. Et dans toute la presse internationale, tu verras, il y avait que mes images qui circulaient un peu partout, New York Times, Jeune Afrique, tout ça là, voilà. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que moi. Parce que souvent, ils ont des photographes ici, par exemple Nico, les Blancs qui sont là, mais ils n'étaient pas là. Voilà, c'est moi qui étais là, donc j'ai pu quand même, ça m'a apporté quand même de l'argent. Et j'ai travaillé pendant une semaine avec eux et puis voilà. C'est comme ça que moi j'ai vécu ce soulèvement en tant que... Parce que moi, là où il y a de l'action, je suis. Donc moi, c'est comme ça aussi que je l'ai vécu. En tant qu'artiste, j'ai documenté et je l'ai exposé aussi avec les 3 autres. Parce que les 3 autres, les 2 autres blancs qui étaient au Mali, qui documentaient un peu l'actualité. On a fait une exposition collective à Taxi Bamako. Le titre de l'exposition, c'était « À la une ». Donc moi, j'ai présenté mes images de coup d'État. Il y a l'autre qui a présenté l'image des revendications avant le coup d'État. Il y a d'autres qui ont présenté au nord du Mali un peu l'insécurité. Donc on a voulu présenter, c'était une exposition à la une, l'actualité au Mali. Donc voilà. D'accord. Super. Et parce que c'est intéressant de voir aussi comment à chaque fois tu documentes ta contemporanéité. Parce que c'est ce qu'on demande aussi, ou c'est ce qu'on attend aussi des artistes photographes et même des artistes tout court. Il y a aussi une partie, un moment dans ta carrière qui m'a beaucoup intéressé et que je trouve que tu as traité avec beaucoup de dignité et de respect pour ces personnes-là. C'est quand tu as été bloqué en France pendant la Covid. Ouais. Cette fameuse série-là sur les oubliés, voilà. Oui, ça c'est une série que j'ai réalisée en 2020, comme tu le sais. Il y a eu ce fameux Covid où ils ont fermé le monde entier. Moi, j'étais parti après la Biennale. J'ai eu la chance d'avoir une résidence en France encore, une fois de plus. Il m'avait invité pour raconter l'histoire de l'autre monde à travers le projet que j'avais présenté en Afrique du Sud. Donc c'est une galerie qui anime, c'est une Post Galerie.
m'inviter à une résidence de création où je vais raconter des histoires d'autres mondes qui n'ont rien à voir avec ce que j'avais présenté, les souliers de confinement. J'arrive en France, je me préparais pour la résidence, mais je devais faire d'autres recherches d'abord sur d'autres pays. Donc je suis allé en Espagne pour faire des recherches. Ensuite, je suis revenu. Quand je reviens en Espagne, 3 jours, mon séjour, pendant mes recherches en Espagne, je termine mon séjour, je rentre 2 jours en France. Ils ont fermé toutes les frontières. Et j'ai même eu la chance, imagine, parce que je voulais même reporter mon voyage en disant, bon, je laisse peut-être 4 jours. Si je restais 4 jours encore, j'allais faire mon confinement en Espagne et j'allais être bloqué en Espagne. Donc je rentre en France, 2 jours, ils ferment les frontières. Je ne peux plus faire des résidences. Tout le monde doit être confiné. J'ai dit, mais c'est quelle histoire? Moi, je ne suis pas habitué à être confiné. Tu ne peux non plus rentrer au Mali. Je ne peux plus rentrer, je ne peux plus faire ma résidence, je ne peux plus sortir, je dois rester confiné. J'ai failli devenir fou. J'ai dit, bon, écoute, j'étais dans la galerie où je vivais, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Si je ne dois pas faire ma résidence, je ne dois pas sortir, je ne dois pas rentrer chez moi, je dois rester ici pendant 3 mois pour le confinement. Je commençais à stresser quand je dis ça va être compliqué. Il faut trouver des solutions. Donc maintenant, 1 semaine, je reste sans rien faire. 2 semaines, je reste. J'ai commencé à stresser. Je sortais même pour aller faire du sport. C'est comme ça que je sors. Mais avant ça, j'ai discuté avec les gars. J'ai dit, ben, moi, bon, vu qu'il n'y a plus de vol, on ne peut plus voyager. Il faut attendre 3 mois. Et je ne peux plus rentrer chez moi. Je ne peux plus faire la résidence. Il a dit, ben, on n'a pas le choix. Tu restes là. Tu fais rien et puis on verra. On va trouver d'autres solutions. Mais sauf qu'un artiste, il aime sa liberté. Voilà, moi j'ai dit non. Je ne suis pas habitué. Surtout quand je vois des potes au Mali qui m'envoient des photos, ils sont là dehors. Ouais, dehors, les gars. Voilà. Nous, on faisait la fête en Afrique tous les jours. Voilà, en Afrique, tout le monde fait la fête. Ouais, tous les jours. Voilà, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'a... Pourquoi je me suis retrouvé dans ce truc-là? Parce que je me suis senti comme en prison. Tu vois, parce que je ne suis pas habitué à être confiné. Donc j'ai dit, bon, pour oublier un peu ce confinement-là, j'ai dit, bon, je vais faire du sport. Donc chaque soir, je sortais pour aller faire un peu du footing. Voilà, là, je tombe sur un SDF qui me demande des jetons. J'avais, je sais pas, je lui ai donné 5 €, un truc comme ça. Je lui ai demandé, mais nous, on est confinés, pourquoi tu es dehors? Il m'a dit, ah, nous, l'État français nous a oubliés et on est confinés dehors. On a discuté un peu, hein, et moi je suis rentré, c'était juste, il me faisait un peu de la peine parce qu'il était dehors dans le froid. Et je suis rentré, donc je réfléchissais, j'ai dit, mais pourquoi ne pas raconter l'histoire? Le gars, au fait, je me suis souvenu de lui, j'ai dit, mais pourquoi ne pas raconter? Il m'a dit, l'État français les a oubliés. Ça, c'est déjà fort. Ils sont confinés dehors. Voilà, ils sont confinés dehors. J'ai dit, mais pourquoi ne pas raconter l'histoire de ces gens? Et c'est comme ça l'idée est venue, j'ai écrit un peu, j'ai dit, bon, ce sera mieux que je raconte l'histoire de ces gens, ça pour montrer que l'inégalité aussi en France, comment ça existe. C'est pas seulement en Afrique, on voit la pauvreté, on voit l'inégalité, mais en France aussi, il y a des règles qui ne sont pas respectées. Parce que l'État français avait dit, tout le monde sera confiné, y compris ceux qui sont dehors. Personne ne sera dehors. Donc c'est comme ça, je suis retourné un jour voir le gars, il n'était pas là, donc je cherchais à le voir. Par hasard, une fois, je suis sorti encore en footing, je l'ai vu, j'ai dit, bon, moi j'aimerais bien, c'est lui d'abord que j'ai abordé, j'ai dit, voilà, j'aimerais bien te photographier, et je l'ai expliqué pour dénoncer un peu ce qui se passe actuellement. Il m'a dit, il ne comprenait pas, parce qu'il pensait peut-être que j'étais un espion, avec mon appareil, vu que c'est un SDF qui vit dans la rue, il ne veut pas se voir, parce qu'il pensait qu'en photographiant, je vais le faire sortir à la télévision. J'ai dit, non, je suis un artiste, je ne suis pas journaliste, je ne veux pas te faire sortir à la télévision, non. C'est un travail que je vais raconter ton histoire à toi. Et pourquoi tu es dehors, pourquoi la France t'a oublié, alors que toi aussi tu dois avoir les mêmes droits que les autres. Ce n'est pas parce que tu ne travailles pas. Voilà, mais on est dans un état d'urgence, c'est une maladie. Tout le monde devrait bénéficier de voilà, tout le monde devrait en bénéficier pour que tu ne sois pas contaminé. Quand tu es dehors, tu es exposé. Donc même ça, je l'ai expliqué, il n'était pas chaud, mais après, je revenais, il voyait que vraiment, je n'étais pas ce qu'il pensait. Voilà. Donc c'est comme ça, il a commencé à s'ouvrir en moi et c'est lui-même qui m'indiquait, il y a tel SDF là-bas, tel SDF là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller les voir. Parce qu'il m'a dit, mais c'est dangereux, toi tu n'es pas SDF. Et la police, ils vont t'arrêter et tu seras amendé. J'ai dit, bon, je m'en fous, hein, parce que moi je ne veux pas rester croîté à la maison.
Et je me suis mis dans la peau d'un SDF. Et il m'a montré des SDF un peu partout, donc je suis parti vers eux. Discuter, au début c'était compliqué. J'ai passé un mois avec eux à discuter parce qu'il fallait que je les convainque. J'ai mangé avec eux pour leur montrer que je ne suis pas ce genre de personne. J'ai mangé, j'ai bu avec eux. Parce que le fait de boire et de manger avec eux, ils ont dit non, lui là, il est humain. Il est humain, parce que les gens, ils ont peur même de les voir parce qu'ils se disent qu'ils sont contaminés. Moi-même, le galéniste a dit fais attention, tu seras contaminé. Peut-être qu'ils sont contaminés. J'ai dit non, je fais attention. Et je fabriquais un jus où je mixais le gingembre, l'ail, l'oignon. J'ai dit je bois mon jus là, c'est bon. Vos grippes là, ça va pas. Mon jus me suffit pour votre grippe de Covid là. Donc, mais il s'inquiétait quand même, il dit dehors tu es exposé. J'ai dit non, mais il faut que je fasse ce truc là parce que ma résidence que je devais faire n'a pas pu avoir lieu. Donc moi je ne vais pas rester ici. Même si le Covid finit là, il faut que je rentre avec quelque chose, il faut que je montre quelque chose. Donc il m'a laissé feu vert. Au début, il ne croyait pas au projet. Donc j'ai continué jusqu'à ce qu'ils ont commencé à sourire. Jusqu'à ce que même, ils se sont ouverts à moi. Et ils m'ont accepté comme si j'étais aussi un SDF. Bon, la police rôdait, c'est eux qui me soutenaient, donc je m'asseyais à côté d'eux, comme si j'étais un SDF, et puis la police passe, parce que j'ai caché mon matos, quoi. Bon, quand ils voient les SDF, ils sont fous, ils laissent, voilà, donc ils sont fous. Donc c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à les photographier, faire des portraits, à documenter leurs histoires, pourquoi tu es dans la rue. Parce que chacun d'eux, hein, j'ai documenté. Par exemple, quand si c'est toi que je prends, et je te pose la question, comment tu t'es retrouvé dans la rue? Donc chacun m'explique son histoire. Et imagine, il y a des histoires qui sont tristes, il y a d'autres qui se sont retrouvés à la rue suite à un accident, ils ont perdu tout, le propriétaire de la maison les a mis dehors, et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dehors. D'autres, c'est la violence, d'autres, ils ont été abandonnés, d'autres, des problèmes, d'autres, ils ont été adoptés après. Il y a d'autres qui ont eu des... Ouais, la question qui me vient à l'esprit là, c'est mais comment toi aussi tu te protèges de ça? Parce que ce sont des histoires difficiles qui peuvent même psychologiquement t'atteindre quelque part. Exactement. Moi, j'essaie juste de raconter, pas... Je raconte ces histoires en essayant de les raconter mieux pour ne pas atteindre... mais comment on dit ça atteindre la personne. Moi aussi, je me protège parce que même quand j'ai documenté les oubliés du confinement, bien sûr, j'étais avec les trucs de masque. Bon, c'est pas cette protection dont je vais parler, mais j'essaie de faire attention à des gens qui je veux vraiment interviewer. Parce qu'il y en a d'autres qui sont fous, hein, voilà, ils peuvent m'agresser. Donc je cible des personnes, j'observe leur santé mentale si vraiment ils sont... parce qu'il y a d'autres qui peuvent te réveiller un jour, ils t'agressent. Voilà. Donc j'essaie vraiment de comprendre que la personne, de savoir vraiment si cette personne est vraiment mentalement ça va, pour que je puisse discuter ou bien faire quelque chose avec. Sinon je ne vais pas... Parce qu'il y a beaucoup qui sont devenus fous. Quand tu les vois, tu ne peux même pas les faire. Si tu essaies ils peuvent t'agresser. Donc j'essaie de faire ce genre de... observation pour pouvoir moi aussi me protéger. Donc c'est comme ça, moi, la majeure partie, à part une qui était un peu agressive, mais lui je ne l'ai pas approché parce qu'il est agressif, lui il est devenu même fou, parce qu'on ne peut même pas le photographier. Mais tous ceux que j'ai côtoyés, même s'ils ont des problèmes mentaux, mais ce n'est pas la folie. Ouais, il y a d'autres même qui disaient vraiment je veux que tu m'aimes mon histoire pour que les gens sachent ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de vivre en France. Donc c'est comme ça que moi j'essaie de me protéger en sachant qui est qui, pour que je ne me lance pas dans des trucs après il y a un problème. Donc c'est comme ça que j'ai documenté chacun d'eux, les histoires de chaque personne que j'ai rencontrée. Et même en me protégeant, j'ai eu des problèmes parce que ça, les problèmes que j'ai eu, ça c'est avec la police. Je me suis fait arrêter parce qu'une fois je partais, je marchais au moins, je sais pas, 10 km pour aller voir juste un SDF. Ok, tu étais au-delà du périmètre qu'on donnait à... Exactement, j'ai dépassé les 1 km qu'ils avaient dit. De loin. Exactement. Donc la police passait, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit, toi tu fous quoi dehors? J'ai dit, je suis un SDF, et je dis non, la façon dont j'étais habillé, ils ne pouvaient pas voir. Mais après, ils m'ont dit, tes papiers, j'ai dit, j'ai pas les papiers. Effectivement, la façon dont j'étais habillé, ça ne montait pas.
Mais ils voulaient prendre mon truc pour t'amender. Ils ne voulaient pas m'embarquer parce qu'ils avaient des trucs dans la voiture, sinon ils allaient m'embarquer. Ils ont dit tes papiers. Chose que je savais déjà, il ne faut pas sortir tes papiers. Parce qu'ils ne peuvent pas te fouiller. Ce n'est pas comme les policiers, ils te brutalisent. Ils veulent tes papiers, ton nom pour t'envoyer un mandat. Tu as été amendé 165 € parce que tu étais dehors. Et tu rentres chez toi. J'ai dit, moi, je rentre comme ça chez moi. Et je suis dehors, je n'ai pas où dormir. J'avais un sac, un sac, ils ont. Bon, là-bas, quand tu vois avec des grands sacs, c'est que des gens qui dorment dehors. Mais moi, ce n'était pas tellement grave, mais j'ai dit, c'est mes affaires. Non, ils m'ont demandé mon nom et j'ai dit, ben, j'ai donné un faux nom, je n'ai pas sorti mes papiers. J'ai donné un faux nom, je me souviens, j'ai dit Zoumana Diakité, alors je ne m'appelle pas Zoumana Diakité. Voilà. Mais ça a marché, hein. Moi-même j'ai eu peur, j'ai dit ouf. J'ai donné un nom et j'ai donné un faux adresse, ils ont noté. Parce que la façon dont je répondais, ils ont l'impression que je maîtrisais. Voilà. Donc j'ai donné un nom et j'ai donné là où je squatte, j'ai donné un faux adresse, ils ont noté. Ils sont partis parce que ça, c'est là où ils vont envoyer un mandat. Je sais que ce mandat ne va jamais arriver. Et ce jour-là, j'ai dit ouf. J'ai dit, mais j'ai eu la chance qu'ils ne m'ont pas embarqué. Et parce on dirait qu'ils partaient même quelque part, parce qu'il y avait la sirène, ils étaient pressés, sinon ils pouvaient m'embarquer. La pause d'art. Mais dis-moi aujourd'hui, pétri de toute cette expérience-là, est-ce que tu penses déjà à la transmission? Oui, bon, aujourd'hui, Dieu merci, on essaye de faire des formations. Je transmets parce que j'ai la chance d'être invité, même en France. Je me souviens quand j'étais pendant le Covid, j'ai animé un atelier. Il y a même un artiste qui est sélectionné dans le IN, Kevin, qui vient du Congo, qui faisait partie de cet atelier. Au fait, c'est Market Photo Workshop qu'ils ont contacté parce qu'ils savaient que nous, au Mali, on fait des formations pendant la Biennale. Les formations, on a commencé assez longtemps avec les Seydou, tout ça là. Et avant même qu'on a commencé, qu'on a créé Yamaru, même si je suis sorti de Yamaru. Voilà, on était à Yamaru, on a commencé les formations, mais avant Yamaru, on faisait déjà des formations. Donc, en France, pendant le Covid, Market Photo me contacte, ils disent, bon, on veut que vu que toi, tu as été formé ici, on veut que tu donnes une formation aux photographes de Lubumbashi, en photo documentaire, parce qu'ils ont monté quelques-uns de ce que j'ai déjà fait. Ils ont dit, vu que lui, il est en Afrique, et il parle français, voilà, ça sera plus facile. Donc, et moi, je serais payé. Donc, je pense qu'ils m'ont payé 1500 €, un truc comme ça. C'était une formation de 2 semaines. Et c'est l'école Market qui me payait. Donc, j'ai animé, ils étaient au moins 8 photographes de Lubumbashi, donc Kevin, qui expose avec nous dans cette biennale. Donc, j'ai animé en ligne, parce que c'était pendant le Covid. J'ai animé au moins 3 formations en France en ligne. C'était les Kevin. J'ai animé aussi une formation avec les étudiants de... J'ai oublié, il y a une ville en France, Perpignan, voilà. Les étudiants qui font l'image aérienne, tout ça là, des trucs comme ça. Ils voulaient savoir comment raconter des histoires, documenter tout ça là. J'ai animé cette formation. Ça aussi, c'était en ligne. Et au Mali, en Afrique, on m'invite un peu partout, au Burkina, dans les régions. En Côte d'Ivoire, quand on était pendant le festival, j'ai animé des ateliers. Au Bénin, pareil. Chaque fois, voilà, la quinzaine, comme vous êtes parti. Oui, la quinzaine. Donc, on est parti avant vous. Avant, oui. Voilà, avant, on a animé des ateliers. La quinzaine. Donc, voilà, nous, on essaie de transmettre le peu qu'on connaît, qu'on maîtrise, par rapport à la formation qu'on a suivie dans les écoles, tout ça. Eh bien, j'adore ça parce que, au moins, tu donnes ce que tu as appris aux autres. Et c'est aussi le moment d'apprendre, c'est ça qui est intéressant aussi. Je me souviens. Même pas Kevin, il y a une aussi que j'ai formée au Burkina, ils sont en train d'exposer à Goethe Institut. Il y a une fille que j'ai formée qui a été sélectionnée dans leur projet. Ok. Elle est là. Qui ça, Evelyne Soum? Non, pas Soum. D'accord. Sourabier, Yacine Sourabier. Voilà. Donc c'est une fille que j'ai formée tout récemment, ma dernière formation que j'ai faite au Burkina. Et moi, ça me fait plaisir quand je vais pour la transmission, quand je transmets, les gens sont... Parce que j'essaie de transmettre. Je ne transmets pas tout, mais le maximum que je peux donner à la personne, aux gens que je forme, ils sont contents. Par exemple, au Burkina, ils étaient vraiment contents de savoir qu'on peut vivre de la photographie, parce que beaucoup de gens, ils sont dedans, mais jusqu'à présent, ils n'en croient pas. Ouais. Voilà, ils n'arrivent pas à vivre. J'ai montré des exemples de Getty, comment s'inscrire, comment devenir contributeur pour pouvoir vendre ses œuvres, parce que
Il y a plein, tu peux avoir beaucoup de photographes, des photos plutôt, dans un disque dur qui dort. Qui dort, c'est ça. Voilà, pourquoi ne pas le mettre même dans les banques d'images? Ça te permet d'avoir des petits revenus. Mais je t'avoue, moi-même, j'en fais partie. J'ai plein de photos, j'ai jamais trouvé le temps de... Exactement. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ce que j'ai dit. Moi, par exemple, j'ai créé l'expérience que j'ai eue à l'école par rapport aux banques d'images. Ça m'a permis moi-même de créer mon propre banque d'images. Et cette banque d'images me permet d'avoir, par exemple, du travail. Si on me dit portfolio, je n'ai même pas besoin d'envoyer mon CV. J'envoie juste le lien. Voir dans Getty, tu regardes mon travail. Et dès qu'il voit Getty, il dit, parce que dans Getty aussi, ce n'est pas tous les photographes. Quand on te prend dans Getty, c'est que tu maîtrises. Voilà. C'est plutôt d'autres banques. Il y a plusieurs banques d'images, mais Getty est la première banque d'images au monde. Donc moi, souvent, j'envoie juste le portfolio de mon Getty. Et directement, quand tu envoies, par exemple, à une ONG, directement, ils savent que tu es professionnel. Parce qu'ils vont souvent dans le Getty pour acheter des images. Aujourd'hui, moi, je travaille pour beaucoup d'ONG qui m'appellent. Ils disent, souvent, il y a d'autres qui vont sur mon Instagram. Il y a même, souvent même pas sur Getty. Moi, je vends même sur Instagram, je vends. Je me souviens, il y a 2 ans de cela, quand j'ai eu l'accident, j'étais à la maison. Mais je ne sais pas, peut-être c'est l'univers, c'est la chance de l'univers. C'est Dieu, parce que moi, je ne crois pas trop aux religions. Moi, c'est Dieu. Et j'étais à la maison, j'avais rien. Et mon pied n'allait pas. Mais à l'époque, en ce moment-là, je vendais sur Instagram. Il y a des gens qui disent, ah, je veux ça, John. J'ai dit, ok, si tu veux ça, en quel format? Je te dis le prix, je dis le format. La personne dit le format. J'envoie au tirage au CP en cadre et puis je livre. Je vois, même sur Instagram, je vois. Il y a des gens qui vont regarder mon état, je dis, ah, je veux sur cette photo, je veux ce portrait. Voilà. Donc, j'ai montré pas mal des exemples à ces photographes-là et aujourd'hui, eux-mêmes se sont lancés dans Getty. Je les ai montré comment devenir contributeur. Mais c'est un travail aussi. Cela ne veut pas dire que tu rentres tout de suite. C'est maintenant que quand tu es photographe, il faut être patient. Ce n'est pas parce que je t'ai dit que moi je vends sur Getty. Toi, si tu mets demain, et voilà, ça prend du temps. Il faut mettre beaucoup d'images et puis il faut être créatif. Il y a des images d'illustration, il y a des images conceptuelles. Il y a des images de reportage, il y en a plein. Tout genre de thématiques, tu peux mettre, mais il faut que tes images soient créatives. Et Getty aussi fait la promotion. Parce que quand tu es sur la plateforme Getty, il fait ta promotion. Partout, par exemple, moi aujourd'hui, chaque mois je reçois, même si aujourd'hui le marché est un peu restreint. Voilà, chaque mois j'ai un rapport. J'ai vendu aux États-Unis. Et puis généralement les images sont vendues. C'est même pas vendu dans mon propre pays, c'est vendu dans les pays où toi-même tu n'as jamais été. États-Unis, Japon, Chine, des trucs comme ça. Donc, je les ai montré pas mal d'exemples. Tu peux vivre et là de garder des images. Un jour, le disque dur va tomber. Il va cracher. Il va cracher, tu as tout perdu. Il vaut mieux le faire sortir. Moi, ça m'est arrivé en Afrique du Sud. Les premiers travaux que j'ai eu à faire, que j'ai jamais, des séries que j'ai jamais montrées, on m'a braqué. Ma deuxième année, quand je suis reparti, on m'a braqué, on m'a tout pris. Tu vois, c'est ça même qui m'a fait mal, des disques durs et mon passeport. Sur le matériel, je peux changer. Mais quand je me suis fait braquer, on m'a pris mon sac. Parce que c'était un sac comme ça où je mettais les disques durs, je ne sortais pas ça. Mais le dernier jour, je suis sorti, je voulais faire un reportage sur Soweto. J'étais déjà dans Soweto, j'ai fait beaucoup de repas. Donc je suis allé dans un immeuble le plus long d'Afrique. J'ai monté, je voulais faire Soweto de loin. Et je ne m'imaginais pas ce jour-là que je vais me faire braquer. Je rentrais chez moi tranquille avec mon professeur, on s'est fait braquer dans la rue. Et ils m'ont pris le sac, ils ont parti avec... Ils m'ont pris le passeport, tous mes papiers. Je me suis retrouvé bloqué. J'étais obligé de refaire les papiers, mais c'est les disques durs qui m'ont fait très mal parce que j'ai tout perdu. Et si j'avais pris ces images-là, mettre dans les banques d'images, voilà. Tu serais tranquille. Voilà, donc. La pose d'art. Quand tu vas dans Getty, par exemple, tu mets une image en haute définition, ça se vend par rapport à la taille. Le client qui achète, s'il veut moyen, petit, grand, voilà, ça dépend des prix. Par exemple, je t'ai donné l'exemple. Moi, essayé, on a vendu une image à 32 000 $. C'est ça qui a fait que cette image a été achetée par une firme pharmaceutique aux États-Unis. Ils ont acheté ces 2 images pour faire leur publicité pendant une année. Donc, le prix de l'image aussi varie en fonction de la durée de l'utilisation. Et c'est là, nous, comme je disais au début, on a gagné nos premiers millions en photo. On a dit, en même temps, on commence à gagner des millions en photo. Donc, j'ai donné des exemples. Et quand j'ai donné des exemples, moi, ça me fait plaisir. Quand je donne ces exemples aux gens, ils sont motivés. Et quand je suis rentré,
Non, ça n'arrêtait pas. WhatsApp, tout le monde m'envoie. Je vais devenir contributeur. Parce que quand je suis parti, il y a d'autres qui n'étaient pas encore. J'ai dit, allez doucement. Cela ne veut pas dire que quand vous mettez maintenant. Ouais, vous allez faire 32 millions, voilà. 32 000 $, non? Exactement. Au Congo, c'était pareil aussi parce que là-bas aussi, j'avais une carte blanche au festival de Leban. Voilà. Donc, il y avait un, je ne sais pas, c'est un gars qui fait des ventes en ligne. Il fait aussi des trucs sur des banques d'images. Donc, il parlait de ça. Bon, il ne savait pas que moi, j'ai une expérience de ça. Donc, quand on m'a donné carte blanche, j'ai parlé de ça et j'ai montré mes trucs dans les banques d'images. Et ils ont dit, ah bon, eh ben, c'est intéressant, on ne savait pas que tu étais dedans. Et quand j'ai dit 32 000, ils ont failli me rendre fou, les Congolais là. Ils ont dit que tout le monde voulait maintenant devenir dans les banques. Ouais. J'ai dit, mais c'est comme ça. Hein. Donc, si vous savez que vous avez des travaux sur des disques durs, je n'ai pas dit de tout mettre. Sélectionnez les meilleurs, mettez-les. Parce que quand tu es artiste, quand tu es photographe, les erreurs là, ça arrive toujours. Tu perds un disque dur ou bien ça tombe. C'est toujours ça. Tu perds nous, on a perdu des disques, des travaux tellement qu'on a mis du temps à travailler, on n'a jamais montré. On a perdu. Bon, moi, c'est un accident, on m'a braqué. Et c'est pour ça que je ne sors plus avec mes disques durs. Mais moi, je les mettais dans le sac. C'était un poche où je gardais les disques durs. Donc là, maintenant, je fais plusieurs sauvegardes. Donc des travaux, quand j'ai des travaux, je les multiplie. Donc si je perds ça là-bas, j'ai ça là-bas. C'est que tu peux retrouver ailleurs. Écoute, merci beaucoup, John. Nous sommes presque arrivés au bout de notre entretien. Si jamais il y a quelque chose que tu aimerais parler, transmettre, que j'ai oublié dans mes questions, c'est le moment. Bon, moi, ce que je voulais juste transmettre, c'est que c'est un métier. La photographie, c'est un métier où il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Si vous êtes pressé, vous n'avez jamais arrivé à bout de vos objectifs. Donc, c'est un truc qu'on a appris. C'est un métier, il faut l'aimer d'abord, il faut avoir la passion. C'est le temps qui parle là de toi par rapport à ce que tu fais. Mais si tu es pressé à devenir quelqu'un par rapport à la photographie que tu fais ou par rapport à ce que tu fais, tu ne vas jamais arriver. Parce que c'est un métier qui ne se fait pas dans la précipitation. Ça, si je parle pour les futurs qui vont venir, les futurs photographes qui vont venir. Et je le dis tout le temps à la fin de ma formation, soyez passionnés, ne soyez pas pressés. Petit à petit, ça va. Il faut juste développer votre sens de créativité. Faites ce que vous avez envie de faire. Qu'on vous impose, parce qu'un artiste, on ne l'impose pas. Tu fais ce que tu as envie de faire, que ça plaise ou pas, c'est ton travail, c'est à toi de défendre ton travail. Il ne faut pas qu'on te mette des idées, qu'on t'impose des idées. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué aussi, beaucoup d'artistes, ils sont imposés parce qu'ils sont représentés dans les galeries. On t'impose des idées parce que c'est la galerie qui veut que tu fasses ça pour que tu puisses vendre. Moi, c'est pour ça aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans des trucs de galerie. Si tu veux vendre mon travail, tu le vends comme je le fais. Mais si tu m'imposes, même dans la vie quotidienne, je n'aime pas qu'on m'impose. Je fais ce que j'ai envie de faire, c'est ma créativité. Si tu veux exposer ça dans ta galerie, vendre, tant mieux. Mais si tu m'imposes des idées parce que c'est une galerie, ça ne marche pas avec moi. Voilà, ça c'est juste pour des jeunes artistes qui vont venir, pour qu'ils sachent que ta créativité, c'est toi qui le sors, c'est pas quelqu'un d'autre qui va t'aimer. C'est ça, c'est à toi d'imposer ce que tu vaux, ce que tu représentes. Exactement. Merci beaucoup, John, et je te souhaite une belle carrière. Merci. Elle est déjà super chargée, mais il y a encore beaucoup de marge. Continue à nous faire plaisir avec tes travaux. Merci. Et je dis aussi bon dimanche à nos auditeurs et auditrices, et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pose d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pose d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.